Bon. Vas-y, Marie. Bon, ben merci beaucoup Geneviève et Sophie. Merci beaucoup pour l'invitation. Juste spécifier que je suis docteur en droit et non pas docteur en médecine, là, parce que ça peut prêter à confusion dans le domaine de la santé. Et puis, je suis aussi actuellement conseillère juridique à la CNESST. J'ai été pendant plusieurs années conseillère juridique à la Commission des droits de la personne. Mais évidemment, c'est mes résultats de recherche de thèse que je vous présente aujourd'hui. Et donc, c'est à titre personnel, là, ça n'engage pas ni la CNESST ni la Commission des droits de la personne, bien évidemment. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup à la Coalition Solidarité Santé d'avoir organisé cet événement, puis qui me donne l'occasion de présenter une partie de mes travaux, puis d'en discuter avec vous là, à la fin. Euh, donc, moi, c'est vraiment mon angle, c'est vraiment un angle judiciaire. Ma thèse de doctorat porte sur la légitimité démocratique de la justiciabilité du droit à la santé au Québec. Fait que c'est bon, c'est des termes qui sont assez techniques, mais ce que je cherchais à démontrer, c'est que malgré la place importante qu'occupent les questions de santé dans nos préoccupations individuelles et collectives, et malgré que le droit à la santé soit garanti par des conventions internationales auxquelles le Canada et le Québec ont adhéré à plusieurs reprises, les tribunaux sont réticents à intervenir quand il est question de ce droit-là. Puis dans le fond, dans le contexte de ma thèse, j'ai essayé de savoir si et comment le droit à la santé peut servir à insuffler un peu de justice sociale dans le système de santé, là, malgré cette réticence-là. Pour procéder à ma démonstration, j'ai utilisé la constitution du panier de biens et de services de santé comme une forme de proxy du droit à la santé, dans le fond, comme une manifestation du droit à la santé, c'est-à-dire soit l'ensemble des biens et des services couverts par les régimes d'assurance comme une chosification, une représentation concrète là, du droit à la santé. On peut changer de diapo. Pour bien comprendre ce dont il s'agit, on peut prendre des exemples de constitution du panier de biens et services de santé. Par exemple, entre 2015 et 2021, la préservation de la fertilité masculine a été couverte pour les personnes qui devaient subir des traitements en oncologie qui risquaient de les rendre infertiles. Mais pour les personnes qui étaient atteintes de sclérose en plaques et dont les traitements ont eu des effets similaires, c'était pas couvert, ainsi que pour les personnes qui devaient subir une chirurgie de réassignation de genre aussi, c'était pas couvert la préservation de la fertilité masculine. Autre exemple, les pompes à insuline sont remboursées aux personnes atteintes de diabète de type 1, diagnostiquées avant 18 ans, mais pas pour les personnes diagnostiquées après 18 ans ou pour les personnes qui sont atteintes de diabète de type 2. Puis malgré un avis contraire de l'INES, l'Institution nationale d'excellence en santé et en services sociaux. Fait que moi, je me suis posé des questions sur pourquoi ces décisions-là, pourquoi ces couvertures-là, puis on peut se poser la même question pour l'ensemble des services qui sont couverts ou non, puis surtout comment ces décisions-là sont prises, et puis est-ce qu'on a quelque chose à dire dans ce contexte-là? On peut changer de diapo. Euh, donc, j'ai fait le tour du panier de biens et services de santé là, d'un point de vue juridique pour me demander c'était quoi les poignées dont disposaient les administrés là, pour, je dirais, intervenir ou demander une intervention des tribunaux sur la constitution du panier, ben, d'une part, je me suis demandé comment il est construit, puis ensuite, est-ce qu'on peut intervenir pour demander des comptes finalement sur ces questions-là. Puis le résultat de mon examen de la constitution du panier, c'est le suivant. Cet exercice-là de constitution est opaque. Il n'y a aucun critère identifiable ou processus indépendant et objectif qui y préside et aucun recours ne permet de le contester efficacement. Bon, je fais ma démonstration dans le cadre de ma thèse. Là, je vous résume ça en trois phrases, mais dans la thèse, c'est un 125 pages. Là. C'est donc, c'est pas une affirmation en l'air. Là. J'ai fait un exercice pour le vérifier. Et donc, par conséquent, on peut craindre l'arbitraire, on ne dispose pas de moyens d'évaluer la qualité des décisions. Euh,
je vous fais une note maintenant. Mon exercice a commencé il y a une dizaine d'années environ, donc ma période de questionnement. Mais je vous dirais que de ce que je comprends de la nouvelle loi sur la gouvernance des systèmes de santé et services sociaux, euh, ça va pas changer cet état de fait-là. Tu sais, il n'y a pas de solutions qui ont été apportées dans ce projet de loi-là. Donc, mes conclusions demeurent les mêmes. On peut aller à la diapo suivante. Dans le fond, en fait, on peut se poser, puis ça, c'est des questions, je le sais, sont très juridiques, là, mais pourquoi les tribunaux refusent-ils de se prononcer sur le panier de services de santé? Donc, les tribunaux, on le constate, là, quand on examine les décisions, etc., ils ont une hésitation. Puis cette hésitation-là, elle est très compréhensible en droit. Puis en sciences politiques, en fait, c'est la question du principe de séparation des pouvoirs. Puis là, j'ai mis une image, pas une photo évidemment, mais une image de Montesquieu qui est à l'origine là, de ce concept-là dont on a tous plus ou moins entendu parler. C'est ce principe-là de séparation des pouvoirs, ça veut que chacun des pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, évite d'empiéter sur l'exercice des autres pouvoirs. La considération institutionnelle est une exigence démocratique qui, d'après Montesquieu, devait nous préserver de la tyrannie. Il disait pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Par conséquent, quand les tribunaux se penchent sur les actes posés par les autres branches du pouvoir, ils doivent veiller à ne pas empiéter indûment à préserver la légitimité démocratique de leur action. La culture judiciaire est empreinte de cette préoccupation. Donc, je nie pas l'importance de ce principe-là. Là. Je pense qu'il est quand même fondamental et je comprends pourquoi les tribunaux réagissent comme ça. Leur réflexe étant de dire on peut pas décider de l'allocation des ressources. Cette décision-là relève des pouvoirs élus, c'est-à-dire l'exécutif et le législatif. Donc, c'est pas à nous à intervenir puis à prendre des décisions. Mais dans les faits, ils sont extrêmement frileux. Puis il y a d'autres principes qui s'opposent à ça. C'est sur la diapo suivante. Il y a d'autres principes constitutionnels en cause. Excusez-moi, est-ce que vous êtes toujours... Excusez-moi, j'ai des interruptions. Mon téléphone sonne sur mon ordinateur, excusez-moi. C'était pas prévu. Il y a d'autres principes constitutionnels qui sont en cause. Un des principes, c'est celui qui veut qu'on appelle le principe de l'égalité, là, qui est un principe judiciaire, qui veut que les actes de l'État doivent être conformes à la loi. Donc ça fait partie, c'est c'est bien beau dire les tribunaux veulent pas intervenir parce que ça relève des autres pouvoirs, mais on doit quand même se poser si l'exercice des décisions gouvernementales en matière de constitution du panier de biens et services sont conformes à la loi. Puis la primauté du droit, c'est un autre principe constitutionnel qui s'impose aussi, qui exige que les moyens efficaces de contester les actions de l'État soient disponibles. Donc, ça fait partie de notre système judiciaire aussi. La seconde partie de la thèse dont je vais vous parler maintenant. Ça vise à réconcilier les impératifs de séparation de pouvoir d'une part avec ces deux autres principes constitutionnels-là. En plus des principes constitutionnels, il y a des considérations philosophiques et pragmatiques qui peuvent être invoquées à l'appui d'une intervention des tribunaux québécois et canadiens à l'égard du droit à la santé. Mais on va pas s'attarder sur ces questions-là aujourd'hui, là. Mais prenons pour acquis que les principes de légalité puis de primauté du droit suffisent à justifier une intervention des tribunaux. Donc, les tribunaux devraient intervenir. Cependant, pour que cette intervention demeure légitime au regard du principe de la séparation des pouvoirs, je suis d'avis que deux types de précautions sont à prendre. Les premières concernent la définition du droit en cause. Donc, qu'est-ce qu'on entend par droit à la santé? Et les secondes, les remèdes qui peuvent être ordonnés.
Donc, si on veut passer à la diapo suivante, c'est important de savoir que le droit à la santé, il n'existe pas en droit interne canadien. Donc, dans nos lois, dans la loi québécoise, les lois canadiennes, nulle part c'est indiqué droit à la santé. C'est pas dans nos chartes, c'est pas dans nos lois sur les droits de la personne, c'est nulle part. Par contre, ça fait partie de plusieurs des traités internationaux auxquels le Canada a adhéré. Par exemple, Déclaration universelle des droits de l'homme, l'homme, c'est non, de l'homme, la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, etc., etc. Donc, ce sont des traités auxquels le Canada a adhéré, puis il s'est dit lié par ces traités-là, mais qui garantissent le droit à la santé, mais le droit à la santé n'est pas inscrit en droit interne, ce qui fait une difficulté. Cela étant, si on va à la prochaine diapo, euh, le droit international, malheureusement, fait pas directement, ben, malheureusement, je veux dire, objectivement, fait pas partie de notre droit interne. C'est-à-dire que c'est pas parce que le Canada a signé un traité que automatiquement les éléments du traité font partie de notre droit. Par contre, ça veut dire que moi, je peux pas aller devant un tribunal puis invoquer la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, dire vous êtes obligé de la mettre en œuvre. Par contre, ça veut pas dire que ils sont sans effet. Donc, ils deviennent pas automatiquement des droits du droit interne, mais c'est un mode de réception dualiste, mais c'est pas, puis les tribunaux dans les dernières années l'ont reconnu, c'est pas sans effet. Donc, un traité qui est incorporé en droit interne, ben lui, il fait partie de notre droit positif. Quand le législateur dit, ben tel traité, ça fait partie de notre droit, ça fait partie du droit automatiquement. Même chose pour la coutume, mais il ne reste plus beaucoup de coutumes aujourd'hui, tout est codifié. Euh, Par contre, un traité qui est mis en œuvre en droit interne, ben en fait, que notre droit interne à nous, par exemple, le Canada qui a adhéré au pacte international relatif aux droits économiques et sociaux qui garantit le droit à la santé, ben, les lois qui mettent en œuvre ce traité-là, par exemple la loi sur l'assurance maladie ou la L4S qui a été, qui va être sous peu remplacée par la loi sur la gouvernance, ben, ces lois-là doivent être interprétées conformément avec le droit international. C'est ça que les avocats peuvent dire, peuvent invoquer devant les tribunaux. Euh, il faut faire de l'éducation et des avocats et des tribunaux pour que tout le monde se rende compte de ça, mais c'est l'état du droit actuel, c'est ce que la Cour suprême nous dit entre autres. Un traité non ratifié, c'est-à-dire un traité que le Canada a signé mais qui n'a pas intégré dans son droit interne, ça doit faire l'objet d'une interprétation conforme, mais sous peine d'une ambiguïté. Donc, s'il y a une ambiguïté dans notre loi interne, on devrait l'interpréter conformément avec le droit international. C'est des technicalités, mais grosso modo, c'est pour dire que c'est vrai que le droit international ne crée pas un droit direct en droit interne, mais il n'est pas sans effet en droit interne, puis on devrait l'invoquer plus souvent. Euh, et un autre élément, un autre indice de la puissance du droit ou de la force probante que devrait avoir le droit interne, c'est que nos instances nationales, le Canada et le Québec, vont faire rapport devant les instances internationales pour dire j'ai mis en œuvre le droit à la santé. Donc, il y a une prétention à avoir mis en œuvre le droit à la santé, notamment par nos systèmes de santé, supposément universels et gratuits, etc. Donc, c'est des indices encore plus importants, probants, que les États, que notre État, le Canada et le Québec, s'estiment liés par ces conventions internationales-là. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les conventions internationales, sur la définition du droit à la santé? Ben, d'une part, on a la définition qui est proposée par l'OMS, qui est à la diapo suivante. Donc, l'OMS nous dit la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou une infirmité. Mais ça, c'est la définition de santé. Le droit à la santé, c'est la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre, constitue l'un des droits fondamentaux que tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition sociale et économique, cette personne-là devrait en disposer. Donc, c'est le meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre. Donc, il y a comme un élément aussi de prise de conscience que c'est pas une santé parfaite, là. C'est comme qu'est-ce qu'on est capable d'atteindre comme individu.
Le, le PIDESC nous propose une autre définition. Lui, c'était une définition plus, comment je pourrais dire, peut-être plus pragmatique. Donc, c'est les États membres de l'ONU qui ont défini le droit à la santé dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Donc, les États partis au présent pacte reconnaissent que le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mental qu'elle soit capable d'atteindre. Donc, on reprend les éléments de l'OMS. Puis là, on nous fait un inventaire. Les mesures que les États partis au présent pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer la diminution de la mortalité et de la mortalité infantile, le natalité, c'est-à-dire l'amélioration de tous les aspects de l'hygiène au milieu de l'hygiène, prophylaxie et création des conditions propres à assurer tous les services. Le PIDESC prévoit que les États doivent agir au maximum de leurs ressources disponibles. Fait que, tu sais, on comprend que la mise en œuvre du droit à la santé, ça se fait pas de la même façon au Gabon qu'au Canada, par exemple. Il y a une question de ressources, il y a une question de capacité des États. Et ça, c'est une des problématiques de définition d'un droit économique et social, c'est que ça exige une mise en œuvre de la part de l'État. Puis les États ne disposent pas de tous des mêmes moyens pour le faire. Le PIDESC prévoit aussi que les droits qui y sont garantis, y compris le droit à la santé, doivent faire l'objet d'efforts progressifs et doivent pouvoir être exercés sans discrimination. L'interdiction de discrimination et plus généralement l'obligation de prendre des mesures ne sont pour leur part pas d'application progressive. Donc, l'ensemble de l'article 12, c'est une application progressive qui implique un devoir qui implique d'une part que ça n'a pas à être réalisé immédiatement, mais d'autre part, il y a une implication qu'on ne peut pas régresser à partir du moment où on a atteint un certain seuil. Puis ça, c'est important, je pense, dans notre contexte où il y a des velléités. Puis je vais passer, je n'ai pas traité de la question de la privatisation spécifiquement dans ma thèse, mais je vais en traiter quelques minutes à la fin de ma présentation. Donc, le PIDESC nous dit, ben, à partir du moment où on a atteint un certain degré de réalisation du droit à la santé, on n'est pas supposé régresser par rapport à ce degré d'atteinte-là. Donc, ça, c'est intéressant pour nous comme outil de revendication. Donc, dans une observation générale, le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels se penche sur l'interprétation que devrait recevoir le droit à la santé garanti par le PIDESC. Il reconnaît que le droit à la santé ne saurait se comprendre comme le droit d'être en bonne santé. Donc, ça, on le comprend dans les instances internationales. Il en identifie cependant les éléments constitutifs. Ainsi, les installations, biens et services dont la nature exacte dépendra du niveau du développement de l'État partie doivent être disponibles en quantité suffisante, accessible, acceptable et de qualité. L'accessibilité implique l'interdiction de discrimination, l'accessibilité physique, l'accessibilité économique et l'accessibilité de l'information. Certains des éléments du droit à la santé qui sont considérés comme fondamentaux par le comité, comme l'eau salubre et potable et les médicaments essentiels, par exemple. Puis dans le pacte, on énonce une série de mesures qu'on devrait considérer comme minimales. Par contre, certains auteurs soutiennent que plutôt que de retenir une série d'obligations spécifiques à titre de noyau dur, on devrait plutôt retenir une conception processuelle des droits économiques et sociaux du droit à la santé. Puis moi, pour ma part, je suis de cette opinion-là. Mais pour moi, le droit à la santé, il se manifeste pas par une liste d'éléments qu'on devrait cocher, mais pour moi, le droit à la santé, c'est plutôt une façon de procéder à la répartition des ressources en santé qui soit acceptable. Puis je m'en explique, c'est ce que j'ai essayé de faire pendant mon exercice de thèse. Donc, à la diapo suivante, on voit, par exemple, la façon dont le protocole facultatif au PIDESC décrit l'obligation, en fait, décrit la façon dont le comité va examiner si un État membre a réalisé ses obligations au titre du pacte. Et donc, lorsqu'il examine
les communications qu'il reçoit en vertu du présent protocole. Une communication, c'est une forme de plainte. Le comité détermine le caractère approprié des mesures prises par l'État partie, conformément aux dispositions de la deuxième partie du pacte. Ce faisant, il garde à l'esprit le fait que l'État partie peut adopter un inventaire de mesures pour mettre en œuvre les droits énoncés dans le pacte. Donc, il n'y a pas une formule qui nous permettrait de dire voici le droit est réalisé parce que tel élément sont là. Donc, on évalue le caractère approprié. Euh, dans les travaux préparatoires à la rédaction du protocole facultatif, on s'est posé, on a comme mis en place ou on a comme énoncé certains critères pour savoir si les mesures mises en place par les États pouvaient être raisonnables ou suffisantes. Par exemple, on peut se demander dans quelle mesure les dispositions prises étaient délibérées, concrètes et axées sur la réalisation des droits économiques et sociaux quand notre gouvernement décide qu'il va y avoir une fusion des établissements de santé en Santé Québec, est-ce qu'on a réfléchi à l'effet sur les droits de la personne? Est-ce que l'État parti a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière non discriminatoire, non arbitraire? Est-ce qu'on avait, quand on décide de ne pas couvrir la préservation de la fertilité, par exemple, pour les personnes qui demandent une chirurgie de réassignation de sexe, est-ce qu'on a réfléchi à cette décision-là? Est-ce que la décision est arbitraire ou non? Est-ce que la décision de l'État parti d'allouer ou de ne pas allouer des ressources disponibles est conforme aux normes internationales relatives aux droits de l'homme? Lorsque plusieurs possibilités existent, est-ce que l'État parti a choisi celle qui est la moins restrictive pour les droits reconnus dans le pacte? Dans quel délai les mesures ont été prises? Est-ce que les mesures qui ont été prises ont tenu compte de la situation précaire des personnes, groupes défavorisés? Et est-ce que ces mesures étaient non discriminatoires, etc., etc. Le comité a aussi mentionné vouloir accorder une grande importance à l'existence d'un processus transparent et participatif de prise de décision au niveau national. Puis ça, pour moi, c'est essentiel. On s'éloigne donc d'une liste d'épiceries dont l'État aura à cocher les items pour s'assurer de la mise en œuvre du droit. La solution proposée dans le cadre du protocole facultatif nous semble porteuse pour le droit interne canadien. Ainsi, le fait pour les tribunaux canadiens de prendre en compte le droit à la santé lorsqu'ils examinent les décisions de détermination du contenu du panier exige, à notre avis, un regard plus attentif et plus insistant sur la raisonnabilité des mesures prises dans ce domaine et sur le processus y ayant mené. Par exemple, dans le cadre de l'imputabilité pour la raisonnabilité, enrichie d'une analyse fondée sur les droits de la personne, on pourrait utiliser ce genre d'analyse-là. Donc, un tribunal, plutôt que de se proposer la façon dont je vois le rôle des tribunaux, c'est pas pour eux d'intervenir puis de dire il faut qu'on offre les pompes aux personnes qui ont un diagnostic de diabète type 1 après 18 ans. Moi, je pense que le rôle des tribunaux, c'est de se pencher sur l'exercice de prise de décision par le gouvernement, puis de voir si cet exercice-là s'est déroulé de façon raisonnable. Pourquoi on a décidé ça? Comment on a décidé ça? Qui on a consulté? Quelles ont été les considérations prises en compte? Et ça, je pense que les tribunaux peuvent faire ça sans outrepasser leur rôle. Ceci dit, puis si on passe à la diapo suivante, la, le post, la conception du droit à la santé, processuelle plutôt que substantive, est cohérente avec les conclusions des travaux qui ont été menés à l'égard des différents modes de constitution du panier de biens et de services de santé et à partir desquels, donc, il y a des gens qui ont étudié de quelle façon un État choisit de mettre dedans ou d'exclure des choses. Puis les postulats qu'on peut tirer de ces travaux-là, c'est il faut faire des choix. Nécessairement, il n'y a aucune collectivité qui peut satisfaire l'ensemble des besoins en santé. C'est inévitable de devoir faire des choix. Puis ces choix-là sont implicites ou explicites.
Des fois, on dit, OK, ça, on le couvre pas. Puis d'autres fois, de facto, on couvre pas à cause des conditions d'accès qu'on a mis en place. Par exemple, s'il faut attendre 12 heures de temps dans une salle d'attente pour accéder à un soin, ben, de facto, on exclut certaines personnes de l'accès à ce soin-là, alors que c'est pas explicite dans notre façon de faire qu'on les exclut. Ceci dit, dans une société, donc c'est inévitable qu'on doit faire des choix. Il y aura toujours des perdants puis des gagnants. Il y aura toujours des décisions à prendre. Il faut prendre ça, à mon avis, il faut se faire à cette idée-là. Puis, par ailleurs, il y a, dans une société dans laquelle on accepte que se côtoie une pluralité de valeurs, il n'existe pas de consensus sur le critère de justice distributive qui devrait présider à l'allocation des ressources en santé. Donc, dans une société pluraliste où on prend pour acquis que les gens ont des valeurs différentes, puis on respecte ce fait-là, puis on est d'accord avec ce fait-là, ben arriver aux critères déterminants qui nous permettraient de trancher toutes les questions, ben ça n'existe pas. Donc, en fait, la seule façon d'arriver à une solution, c'est comment je pourrais dire, la seule façon d'arriver à des décisions qui soient acceptables, c'est si le processus suivi pour prendre ces décisions-là est lui-même acceptable. Donc, c'est pour ça à mon point de vue, on devrait comprendre le droit à la santé comme un droit processuel. Puis on partage l'idée que, en fait, le droit à la santé en particulier peut difficilement faire l'objet d'un consensus immuable et univoque. Euh, il y a des gens qui se sont penchés sur alors c'est quoi un système de prise de décision en santé? C'est le professeur Daniels qui est déjà venu faire des présentations au Québec, qui est vraiment très intéressant, qui est un médecin qui a réfléchi à cette question-là. On peut passer à la prochaine diapo. Puis il résume le problème par la question suivante. Comment combler équitablement les besoins en santé rivaux sous des contraintes matérielles raisonnables? Il ajoute à quel moment, puis ça, je trouve ça intéressant vraiment, cette façon de formuler la question, c'est à quel moment devrions-nous accepter l'autorité morale de ceux qui prennent des décisions de rationnement, parce qu'il y a nécessairement des décisions de rationnement. Puis lui, il propose une approche qui a intitulé l'imputabilité pour la raisonnabilité. C'est ma traduction de ces termes. C'est constitué de 4 conditions qu'un processus devrait satisfaire pour être considéré comme un moyen légitime de distribuer les ressources en santé. Donc, c'est des conditions. Le processus devrait faire l'objet de publicité, c'est-à-dire que le processus devrait être public, ce qui n'est pas le cas au Québec en ce moment, en tout cas du moins d'après ce que je comprends. Il devrait se pencher sur la pertinence des soins. Ça, il y a des tentatives, mais pardon, c'est pas complètement satisfaisant. Il devrait y avoir des possibilités de révision du processus et d'en appeler des décisions qui sont prises, et le processus devrait être lui-même régulé. D'après les chercheurs Groskin et Daniels, le droit à la santé, et ça, c'est important. Puis il y a d'autres chercheurs spécialistes des droits de la personne qui ont aussi indiqué ça. C'est pas le droit à la santé qui va nous servir à dire qu'est-ce qui devrait être couvert, qu'est-ce qui devrait pas être couvert. C'est pas un outil qui permet d'accéder à ces réponses-là. C'est pas un grand secours quand il s'agit de déterminer quels devraient être les gagnants et les perdants lorsqu'il s'agit de déterminer le contenu du panier de biens et services. Je vous rappelle qu'il y en a nécessairement des perdants puis des gagnants d'après les travaux qui ont été faits à l'échelle planétaire. Il propose plutôt d'intégrer les considérations relatives aux droits de la personne dans le contexte de la recherche de l'imputabilité fondée sur la raisonnabilité. Il propose d'opérationnaliser l'approche de la santé fondée sur les droits autour de 4 grands principes. L'ancrage d'une politique donnée dans le droit international, l'attention portée aux principes des droits de la personne, participation, non-discrimination, disponibilité, accessibilité, acceptabilité et qualité des services, transparence et imputabilité. Le fait que les moyens autant que les fins tiennent compte des droits de la personne et enfin,
une réponse multisectorielle intégrée. Quand les patients ou les praticiens utilisent les procédures d'appel ou de révision pour contester une décision d'allocation et que la révision amène à une reconsidération de la décision sur son mérite, le processus décisionnel est susceptible d'être enrichi par un apport d'informations et d'arguments nouveaux. Donc, c'est utile qu'il y ait des possibilités de contestation là, par les personnes qui sont concernées. Ce mécanisme permet en outre une plus grande imputabilité des personnes, puis ça, c'est un enjeu au Québec aussi, le fait qu'on manque d'imputabilité sur la prise de décision. Euh, donc, ma définition du droit à la santé, ça serait la prochaine diapo. Donc, la façon dont moi je définis le droit à la santé, là, c'est ma définition, dans le sens que je tiens absolument à me l'approprier, mais plus dans le sens où elle fait pas nécessairement l'unanimité en ce moment. Donc, pour moi, c'est un droit à la participation des parties concernées à la délibération. Puis c'est important de comprendre que c'est pas nécessairement une délibération directe, là. Ça peut être une délibération par principe interposé. Et pour moi, les tribunaux, comme bonne avocate et bonne juriste et bonne docteure en droit, pour moi, les tribunaux, c'est une possibilité de délibération. Donc, le fait qu'une personne puisse contester devant les tribunaux puis que les tribunaux puissent entendre leur cause, pour moi, c'est une possibilité de délibération. Je vous rappelle que les tribunaux, en ce moment, ils refusent d'intervenir, ou en tout cas la plupart du temps. Puis le droit à une imputabilité des décideurs envers la raisonnabilité des mesures qui ont été adoptées afin de favoriser la possession du meilleur état de santé susceptible d'être atteint. C'est l'autre élément du droit à la santé dans ma définition. Je passerai, euh, j'ai proposé une méthode judiciaire. Je passerai rapidement à la prochaine présentation. Mais c'est la méthode de la vérification démocratique, c'est comment les tribunaux pourraient procéder. Puis en gros, on peut passer tout de suite aux deux autres diapos. Là. Dans le fond, c'est une méthode en deux parties. C'est très judiciaire, c'est très technique. Là. Je vous embêterai pas trop avec ça. C'est l'examen du processus plutôt que de la décision et le recours à des sanctions ouvertes. On a vu les tribunaux le faire dans l'affaire des services à l'enfance aux Indiens, où les tribunaux ont pas ordonné une façon de faire au gouvernement canadien, mais ont indiqué au gouvernement canadien, vos mesures en matière de protection de l'enfance sont discriminatoires et insuffisantes. Proposez des solutions. Nous, on conserve l'autorité sur la suite du cours des choses, puis on va vous indiquer si on est satisfait de vos solutions ou non. Ça a été compliqué, là. C'est un succès mitigé, là. Mais c'est quand même une solution pour éviter que les tribunaux empiètent sur le pouvoir des pouvoirs élus, sur l'exercice des pouvoirs élus, en fait. Là, je prends quelques minutes, je vole quelques minutes à la discussion pour vous parler un peu de privatisation parce que je pense que c'est un sujet de préoccupation de la coalition. C'est un sujet de préoccupation à la Ligue aussi. Puis là, je pense que j'ai des collègues de la Ligue qui sont présents. Je fais partie du comité santé de la Ligue, puis c'est un sujet de préoccupation puis de discussion, puis on n'est pas encore au consensus. Donc, je vous présente mes réflexions et je les partage. J'en prends la responsabilité entière. Il faut savoir qu'il y a un agnostisme des instances internationales par rapport en matière de droits de l'homme, par rapport à la privatisation. C'est qu'on considère que la privatisation, c'est une technique d'allocation des ressources, puis il y a une frilosité à se pencher, puis à aller examiner les valeurs sous-jacentes. Tu sais. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de prise de posture radicale. On ne trouvera pas d'instance internationale en matière de droits de l'homme pour dire la privatisation, c'est mal. Euh, en outre, la définition de la privatisation au sens large, c'est l'implication du secteur privé dans la fourniture des services publics. C'est ça la définition au sens large. Puis au Québec, ben, notre système de santé, il n'a jamais été complètement public. Fait que c'est un enjeu. Les médecins ont toujours gardé une autonomie par rapport au système de santé, refusé d'être employés du système de santé. Donc, il n'y a jamais eu une complète
un complet système parfaitement public au Québec. Donc, quand on parle de privatisation, c'est un peu compliqué de mettre les limites de ce dont on traite. Tu sais, par exemple, historiquement, ben, il y avait des institutions, c'était les institutions religieuses qui donnaient les soins de santé, puis c'était comme du privé, les institutions religieuses, puis ensuite, c'est le médecin qui est rentré en ligne de compte, mais comme entrepreneur, et qui l'est demeuré. Geneviève, rappelle-moi, on a jusqu'à 13h30. Oui, donc jusqu'à 13 heures pour la présentation, puis après ça, on Bon, va... ben, il me reste encore un peu de temps. Je pensais Oui, que oui, je oui, pensais tout à que, fait. fait que je vais prendre un peu de temps quand même pour ce bout-là que je trouve intéressant. Euh, la privatisation, donc comme mécanisme, ça bénéficie d'une présomption d'efficacité, mais dans les faits, il y a très peu de démonstrations à l'effet que c'est efficace. Mais c'est aussi associé à une rhétorique de liberté. Fait que c'est important quand on veut traiter de privatisation, puis quand on rentre dans ce débat-là, qu'on se réapproprie les valeurs, puis qu'on remette je dirais, de l'avant les valeurs morales, éthiques qui sont associées avec un système public parce que là, pour l'instant, il y a un peu une domination du discours de privatisation sur, d'une part, l'efficacité, puis d'autre part, la liberté de choix que ça implique. Puis, tu sais, c'est universel, c'est pas juste au Québec en santé, c'est partout quand on parle de privatisation. Ce qui est mis de l'avant, c'est la liberté des usagers de choisir leur mode de prestation. Euh, donc, pour en revenir à un régime plus québécois, on peut passer à la diapo suivante. Ça concerne les biens et services. Tu sais, donc, si on parle aujourd'hui, en 2024, en 2 octobre 2024, de privatisation, ben, on peut juste parler de, des biens qui sont actuellement couverts par le régime public, puisque l'idée, c'est de rendre dans le privé ce qui était dans le public. Or, ce qu'on vient de dire, c'est qu'il n'y avait pas, il y avait une partie qui n'a jamais appartenu au public. Il faut distinguer la question du financement privé par rapport à la question de la prestation privée. Dans notre système de santé, c'est un exercice complexe. Fait qu'on peut pas, on peut pas facilement utiliser le terme privatisation pour désigner un phénomène qui serait facilement accrochable. Puis techniquement, ben c'est ni bon ni mauvais théoriquement là, mais il y a des préoccupations. C'est très préoccupant comme tu sais. Bon, techniquement, on peut pas dire, il n'y a pas de démonstration, comment je pourrais dire, euh, puis on s'entend, là, je suis pas en train de vous donner mon avis, là. C'est on n'a pas un élément de démonstration pour dire la privatisation, c'est mauvais. Comme je vous dis, il y a comme une frilosité, il y a un agnostisme par rapport à cette notion-là qui fait qu'on n'a pas les outils pour dire non, c'est pas une bonne affaire. Par contre, c'est clairement très préoccupant, puis il y a une importance à se poser les bonnes questions. Si on discute de la loi récente, qui est la loi visant à rendre les services de santé et services sociaux plus efficaces, qui est à la slide suivante, à l'article premier, on voit clairement l'intention d'intégrer la prestation privée des soins de santé dans le système de santé. Mais c'est plus un constat, à mon avis, là, en étant une observatrice, je dirais, assidue du système de santé, c'est plus un constat d'état de fait qu'une nouveauté comme telle. À mon avis, c'est pas cette loi-là qui introduit la privatisation. La privatisation était largement en marche avant l'adoption de cette loi-là. Euh, Maintenant, on peut quand même examiner ce que certaines instances internationales nous ont dit sur ces questions-là avec leurs pincettes problématiques. Puis j'ai pensé que ça pourrait vous être utile dans vos exercices de représentation, puis de discussion, puis de lobby. Donc, d'abord, on a le rapporteur spécial sur les droits de l'homme, Philippe Alston, rapporteur sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté. Donc, dans un rapport sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté, il, il, il soumet des questions essentielles
c'est un excellent rapport, hein. Si vous vous intéressez à la privatisation, là, ça serait le rapport à lire en droit international, c'est celui-là, je pense. C'est celui qui est qui adresse le plus directement la question, là, qui pose le plus directement la question. Si on va à la diapo suivante, il nous dit, ben, on peut clairement pas dire si c'est bien ou si c'est mal d'emblée, mais on peut se poser des questions quand même. Puis je pense que ça, c'est à mon point de vue, à moi, c'est notre outil de revendication face à l'État, puis dans la mouvance du plan santé, etc. On peut poser, moi je pense, puis demander raisonnablement des réponses. Je pense que c'est légitime de notre part de poser ces questions-là, puis d'exiger des réponses par rapport à ces questions-là. Donc, on peut se demander, les entités privées ayant pour vocation de maximiser leurs bénéfices sont-elles les organes les mieux placés pour protéger les droits de la communauté? Est-ce que c'est possible de privatiser les services cruciaux de façon à ce que les personnes les plus vulnérables ne soient pas défavorisées? Si de nombreuses conditions sont requises pour ce faire, cela n'ôte-t-il pas à la privatisation sa raison d'être? Comment les entreprises pourraient-elles garantir des droits à des personnes les moins aisées sans compromettre leur propre rentabilité? J'ai deux autres questions sur la prochaine diapo. Comment les entités publiques sous-financées peuvent-elles suivre avec efficacité le fonctionnement d'entreprises privées variées, ne serait-ce que pour garantir l'absence de discrimination, sans parler du respect général des droits de l'homme? Quel rôle important la participation et le principe de participer peuvent-ils jouer lorsque les personnes morales de droit privé opérant sur la base de principes commerciaux prennent des décisions clés ayant une incidence sur le bien-être de la population et les droits individuels, etc. Ça, je pense que ça, on peut, pour moi, je trouve ça compliqué d'aller affirmer haut et fort la privatisation, c'est mauvais. Moi, tu sais, comme avec ma réflexion, je suis mal à l'aise d'aller l'affirmer puis le prétendre. Par contre, ces questions-là, je suis très à l'aise de les poser. Et je trouve qu'ils sont tout à fait légitimes. Et je trouve que je pense que là, nos instances vont avoir de la difficulté à répondre à ces questions-là. Et là, on peut se questionner légitimement. Ensuite, il y a quand même le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels dans une observation générale numéro 24 sur les obligations de l'État dans le contexte des activités des entreprises. C'est a fait deux paragraphes sur la question de la privatisation. Ils ont souligné, ben, les prestataires privés doivent être soumis à une réglementation stricte qui leur impose des obligations de service public. Et ça pourrait être une exigence qu'on pourrait faire formuler, je pense, en contexte québécois, de s'assurer quand il y a des instances privées qu'elles aient des obligations à satisfaire en termes de réalisation des droits de l'homme, des droits de la personne. Nous, on est plutôt dans les droits de la personne. Bon, la privatisation ne doit pas subordonner l'exercice des droits à la capacité de payer et l'absence de responsabilisation. Il importe que les mesures soient adoptées pour garantir aux particuliers de prendre part à l'évaluation de l'adéquation des biens et des services fournis. Il y a aussi le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme dans un texte sur le droit au développement qui a proposé une réflexion sur la privatisation. Puis, il indique que la privatisation des services en matière de santé, d'éducation, sécurité sociale, d'eau, de sécurité et de liberté individuelle ne doit pas se faire au détriment de l'accès équitable à ces services et de la protection des droits de l'homme et ne devrait faire l'objet d'études d'impact sur les droits de l'homme. Donc, c'est les recommandations qu'on trouve dans les instances internationales. En guise de conclusion de ma présentation, je résumerai mon analyse de la façon suivante. On peut aller à la prochaine diapo. Le droit à la santé, comme la plupart des droits identifiés comme faisant partie de la catégorie des droits économiques, sociaux et culturels, est très souvent considéré comme non justiciable parce qu'ils obligeraient le pouvoir judiciaire à empiéter sur l'exercice des pouvoirs élus. Ce faisant, les tribunaux contreviendraient au principe de la séparation des pouvoirs, ce qui compromettrait la légitimité démocratique de leur action. Or, l'inaction des tribunaux en la matière n'est pas souhaitable, notamment en raison des principes constitutionnels de l'égalité et de primauté du droit.
En vertu des règles de réception du droit international, le droit à la santé devrait entraîner une interprétation conforme du droit interne pertinent. Ceci dit, pour la prochaine diapo, le droit à la santé se définit non pas comme un droit d'accès à une série de biens et des services, mais plutôt comme un droit de participation adéquate des personnes intéressées et une imputabilité des décideurs dans les décisions qui affectent la santé. À défaut d'un mécanisme spécifique, les tribunaux offrent un mécanisme d'imputabilité adéquat pour ce faire. Afin de protéger la légitimité démocratique de leur action dans les dossiers qui se rapportent étroitement à l'allocation des ressources, les tribunaux peuvent adopter la méthode de la vérification démocratique, soit un examen du processus plutôt que de la décision et une sanction ouverte. Je tiens à mentionner que les dispositions de la loi visant à rendre le système de santé plus efficace, adoptées sous le bâillon, hein, on peut s'en rappeler, ne modifient pas mon analyse. Par ailleurs, je pense que mon raisonnement est applicable dans son essence à la plupart des droits dits économiques, sociaux et culturels, comme le droit à l'éducation ou le droit au logement. Je vous remercie de votre attention et puis je suis disponible pour répondre à vos questions maintenant. Merci beaucoup, Marie. Je vais arrêter l'enregistrement. Je pense que c'est Sophie qu'il faut qu'il arrête.